Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce live questions-réponses, nous allons traiter pas mal de sujets. Donc, pour commencer, j'ai eu une question par rapport à l'acidité de l'estomac. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc, je vous ai mis un texte récapitulatif de tout ce que nous allons voir dans ce live. Donc, nous allons parler de la gestion de l'acidité au niveau de l'estomac, comment la relancer, si elle est en hypo, comment savoir si elle est en hypo, et donc comment agir là-dessus. Ensuite, nous allons parler de tendinite récurrente, chronique, de comment nettoyer son foie et sa vésicule biliaire, de la fringale constante des gens qui ont tout le temps faim, et puis des personnes qui ont un intestin très sensible et fragile, et donc comment agir pour pouvoir être dans le bien-être malgré cela. Donc on va pas traiter tous les sujets dans l'ordre, hein. Ça va dépendre aussi des interactions que j'aurai avec vous, des questions. Bonsoir Simone. Oui, je vois que tu me dis bonsoir, alors bonsoir à toi. Donc tiens, comme tu es là, on va commencer par les intestins difficiles. Enfin fragiles, pardon. N'hésite pas si tu as des questions. Et n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je vois qui est là. Et puis ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la page pour la faire connaître. Donc même n'hésitez pas à partager. Donc alors, commençons par rapport aux intestins fragiles. Donc là je vais orienter les choses sur l'intestin irritable. Donc alors le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui est mal connu. Mais au niveau scientifique, il y a des convergences vers le fait que c'est relié à un système immunitaire déréglé, donc notamment en rapport avec les IgA, les IgM, il y aurait un déséquilibre, et donc en fait un manque d'IgA, notamment. Et donc, ces IG, ces lymphocytes, pilotent l'ensemencement des bactéries pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Donc ça pose un vrai souci. Et vice-versa, hein, les bactéries pilotent les IG. Donc c'est lymphocytes. Et donc, le système immunitaire est dérégulé, le microbiote intestinal est déréglé. Et donc il faut voir comment pouvoir le régler. Tout en sachant que, en fait, quand votre microbiote est déréglé, eh bien, il y a des espèces qui prédominent, c'est un petit peu la jungle. Normalement, ça doit être équilibré pour que chacun ait son rôle bien précis au niveau des colonies bactériennes, virales et fongiques. Et donc tout doit être fait pour que aucune espèce ne puisse se surdévelopper, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est le pendant de l'autre, et donc tout se fait harmonieusement. Quand il y a besoin, une colonie se développe, mais elle est régulée tout de suite par une autre. Et là, en fait, dans ces cas-là, c'est qu'il y a des colonies bactériennes qui prennent le pouvoir, se surdéveloppent par rapport à ce qu'elles devraient, parce qu'il y a manquement, il y a manque de diversité, il y a manque de communion, il y a manque de symbiose entre toutes ces populations microbiennes. Et donc ça pose un vrai souci, notamment quand on arrive avec des aliments qui vont être plus délicats à être digérés, où là, ces colonies vont avoir le champ libre pour se surdévelopper, parce qu'il y aura stagnation de matière, étant donné qu'on aura du mal à digérer. Donc en fait, déjà, dans un premier temps, ce qui va être important, ça va être d'identifier, de prendre un petit carnet, et de noter
ce que vous mangez quand vous avez des symptômes précis ou alors justement au contraire l'absence de symptômes. Donc de bien noter les faits marquants. De sorte que quand vous vous dites ah là tiens là c'est bizarre, je me sens vraiment mieux, bah, que vous notiez ce que vous avez mangé le jour même, la veille, que vous fassiez le point, vous notez tout ce qui est marquant, et puis bah, quand vous avez des gros symptômes, faire la même chose, de sorte à identifier en fait les aliments qui posent problème. Ça dans un premier temps, sans faire trop d'efforts, déjà vous pouvez faire ça. C'est pas très compliqué, d'ailleurs vous pouvez faire ça en notant sur un bloc-notes de votre téléphone ou même papier, même le papier c'est mieux, mais voilà, chacun fait comme il veut. Et donc la première solution, ça va être donc d'éviter les aliments qui posent problème. Donc déjà, première règle de la naturopathie, ne pas nuire. Ensuite, éviter les sucreries, l'excès de sucre, parce que bah forcément, du coup, comme il y a une voire des colonies qui sont plus fortes que les autres, qui ont pris le pouvoir. Si vous prenez du sucre, eh ben, c'est elles qui vont l'avoir en premier, et donc ça va faire leur jeu, ça va faire le jeu donc de la problématique. Donc voilà, déjà premièrement, et puis ensuite, eh bien, il va s'agir de prendre des aliments apaisants au possible. Donc, bah, par exemple, la banane, euh, et puis tout ce qui va être, qui va avoir un effet un peu pansement. Donc, alors oui, je suis suivi par une diététicienne, je fais un régime sans food map et ça fonctionne bien. D'accord. Bah oui, justement, bah c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, il me semble. Je t'avais parlé du régime sans food map. Et bah en fait souvent c'est ce qui est fait quand on va consulter quelqu'un, c'est ce qui est fait en fait en fin de parcours. On essaye plein de choses, retirer les produits laitiers, retirer ceci, retirer cela, et puis à la fin, en voyant que ça n'avance pas, eh bien en général on retire les food maps. Après on peut aussi faire dans l'autre sens, bah, justement comme je disais dans le dernier live, de faire enfin moi j'avais été un peu plus loin, j'avais parlé de faire un jeûne et de réincorporer les aliments doucement. Donc évidemment le jeûne, hein, pas faire un jeûne comme ça d'un trait de 3-4 jours sans s'être entraîné avant, ça se fait progressivement avec plusieurs essais et puis entrecoupé de périodes de repos évidemment. Donc voilà, hein, ça se fait pas n'importe comment le jeûne. Et puis du coup j'avais même parlé de jeûne intermittent pour commencer. Bonsoir à tous, Catherine. Oui, bonsoir à toi, Catherine. Bérangère, bonsoir, c'est quoi FoodMap? C'est les aliments fermenticibles. Donc bah ça va être donc pas mal d'aliments. Donc dans le régime sans FoodMap, là on mange plus grand chose. Bah, tu pourras regarder sur internet hein, après. Régime FoodMap, tu verras que il reste pas grand chose à manger. Et, et donc moi donc j'avais parlé de faire un jeûne et de réincorporer des aliments progressivement. Donc là, toi, si tu... Après, il y a aussi la possibilité de faire du régime sans food map directement et puis voir ce qui se passe. Mais après, justement, là où je veux en venir, c'est que il y a pas mal de trucs et astuces de switcher d'un régime à l'autre. Mais en fait, il y a pas mal de gens que je vois, moi, en suivi, en consultation, enfin, en séance de naturopathie plutôt, qui, en fait, avant de me consulter, ont fait tout un tas de régimes. Et sur le coup, ça marchait bien. Et puis après, quand ils remangeaient normalement, ça revenait. Donc en fait, ça n'avait pas résolu les choses. Donc en fait, la clé, c'est de pouvoir avoir une amélioration après quand on reprend le régime. Et donc, pour ça, il faut travailler en parallèle sur les causes. Et donc ces causes-là, elles vont être essentiellement reliées à de l'intoxication, éventuellement de la fatigue, des comment dire, du stress. Donc déjà le jeûne ça aide de ce côté-là, mais après il y a aussi un processus aussi psychologique éventuellement. Après les causes peuvent dépendre selon le cas individuel évidemment. Donc bah, c'est pour ça que rien ne remplace une consultation. Et donc en fait là tout le travail en naturopathie, eh bien ça va être d'identifier ces fameuses causes pour pouvoir agir dessus. Donc
Donc que ce soit au niveau psychologique, parce qu'en fait il y a beaucoup de problèmes digestifs qui vont être reliés aux psychologies, dans le sens que la personne se stresse, donc comme elle est stressée, eh bien elle va se crisper sur sa digestion. Nathalie, coucou. Oui, coucou à toi Nathalie. Donc justement, là on parlait de digestion difficile surtout, et donc comment y remédier. Et donc j'en étais sur les émotions, bah tiens, tu tombes à pic, hein, parce que toi tu es sophrologue, donc les émotions ça te connaît. Je vous conseille d'aller regarder la page de Nathalie aussi, hein. Elle apporte beaucoup de clés par rapport aux émotions, donc vous pouvez regarder. Alors, comment faire un jeûne? Vers qui dois-je me diriger pour le faire? Là, il faut que tu te renseignes sur un thérapeute qui soit spécialiste du jeûne, qui ait plusieurs années d'expérience, qui fasse ça de manière encadrée. Moi, c'est ce que je conseille. Dans l'idée, faut qu'il y ait un suivi parce enfin, ça dépend comment tu veux faire le jeûne, mais moi, ce que je te conseille, c'est justement de faire ça avec quelqu'un d'expérimenté et puis dans un lieu avec un suivi en fait, parce que c'est pas anodin de jeûner, surtout si la personne a des soucis de santé, donc voilà. Ah, ensuite, du coup, pour revenir à ce que je disais, n'hésitez pas quand même à poser des questions, je réponds quand, euh, quand je vois et puis quand ça colle avec ce que je veux dire. Eh bien, c'est que je vous disais, peut y avoir le jeûne, donc pour faire une pause, et que ensuite ça reparte, ça puisse éventuellement apaiser les causes, puis qu'après quand on revienne ça remarche, mais ça va marcher quand le problème n'est pas trop installé. Un petit peu à l'image de pas mal de pathologies, enfin de problématiques, quand si vous vous sentez pas bien, vous vous reposez un peu, puis après bah bon c'est bon, ça repart. Ça c'est quand le problème est pas trop installé, mais quand le problème est vraiment persistant, bien installé, ça va pas suffire. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arrêter, vous allez jeûner, vous allez arrêter, ça va être un peu mieux. Bah, sur le coup ça va être mieux, puis après quand vous allez remanger, bah, vous avez perdu un peu l'habitude de manger, du coup il faut le reprendre progressivement, et au final quand vous ramenez les aliments en question, ça revient. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Donc il faut agir sur les causes. Et aussi comprendre que le corps il marche comme un muscle. S'il est fatigué de faire une fonction, eh bien au début, il y a un temps de repos qui est nécessaire, mais il ne faut pas que ce repos soit trop long, parce qu'après, forcément, le muscle s'atrophie, si on garde la métaphore du muscle. Et donc après, il faut faire un savant mélange entre repos et activité, en jouant justement tout simplement sur la loi d'Hormèse, donc, qui est la loi de l'adaptation, du retour à l'équilibre. Et donc, donc c'est pour ça que je vous dis que là, dans ces problématiques-là, le suivi personnalisé, c'est vraiment très important pour voir les choses dont vous avez besoin, vous, et pas un autre, puisque on est tous différents. En plus, je vous parlais des colonies bactériennes qui jouent les uns les autres, qui doivent normalement être en symbiose, mais en fait, les colonies bactériennes, enfin microbiennes, qui ont un certain rôle, ça va pas être les mêmes colonies selon les gens. Mais on remarque que il va y avoir des colonies attitrées pour tel et tel effets, mais que selon les gens, ça va pas être les mêmes types de colonies. Mais grosso modo, le microbiote s'accorde à avoir les mêmes effets. Et donc, identifier les causes, ne pas nuire, faire un plan d'action pour pouvoir améliorer les choses, et puis aller de l'avant justement vers le bien-être, travailler sur les points clés qui ont été identifiés en séance de naturopathie. Donc le corps, l'esprit. Si vous avez par exemple un problème psychologique, émotionnel, bah justement je vous disais tout à l'heure, on peut se crisper sur nos émotions et puis mettre ça au niveau digestif. D'ailleurs souvent les personnes qui ont l'intestin irritable, eh bien, se sentent mal de base, mais sans savoir pourquoi. Et en fait, souvent, elles ont des émotions refoulées qu'elles n'expriment pas. Et d'ailleurs, quand on leur demande ce qui se passe, elles sont pas capables de verbaliser, elles ont du mal. Elles disent, bah, il y a quelque chose qui va pas, mais je n'arrive pas à dire quoi. Il y a un problème avec cette verbalisation. Donc,
il va y avoir le jeûne, des techniques pour améliorer sa digestion au niveau alimentaire, de changer de régime alimentaire. Enfin, j'aime pas trop ce terme de régime, mais d'optimiser son alimentation de manière personnalisée pour pouvoir mieux digérer. Mais en plus de ça, il faut aussi qu'il y ait un travail émotionnel, une distance par rapport à soi, et en même temps qu'il y ait cette distance d'aller en soi et de se confronter au problème. Donc au début, ça peut piquer un peu, hein, ça peut être compliqué, et puis justement aggraver les choses. Mais ça c'est pareil, hein, je vous recommande quand même d'aller voir un thérapeute spécialisé dans la gestion des émotions. En naturopathie, par exemple, vous avez les fleurs de Bach et puis aussi d'autres choses, ou par exemple Nathalie qui fait de la sophrologie, là qui peuvent aider, hein, en complément d'un suivi en naturopathie. Donc n'hésitez pas. Et en fait, du coup, il faut que vous vous confrontiez au problème de sorte que après il y ait une paix qui s'installe, une sérénité en fait, parce que souvent c'est vraiment des soucis qui sont reliés à un manque de sérénité par rapport à tout ce qui est émotionnel, quelque chose qui est refoulé, on n'arrive pas à exprimer parce qu'en fait on est trop dans l'action, 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 puis à la fin bah du coup un peu à l'image de quelqu'un qui est fatigué, stressé, puis qui a peur de se détendre et qui va se réfugier dans le travail, eh bien on n'arrive plus à se calmer et donc voilà, donc Sandro, coucou, faut que je te parle. Oui, mais vas-y. Bérangère, j'ai arrêté de fumer depuis 2 mois et depuis j'ai des soucis de transit et je suis en période de ménopause, ce qui n'aide pas et j'ai une colopathie. Ah oui, là c'est sûr, oui, forcément ça n'aide pas. Après, dans ces cas-là, faut accueillir, se dire que c'est un mauvais moment à passer et essayer de le passer de manière la plus paisible possible et en fait appliquer la base, hein. Les bases, les choses simples sont les meilleures pour durer. Si vous complexifiez trop, eh bien au niveau motivation ça peut être compliqué de durer, donc il faut faire quelque chose de simple pour pouvoir durer, et puis bah, après si vous êtes motivé, faire plus entre guillemets dans l'investissement, mais quelque chose de simple pour être sur la durée, et puis pas et puis se dire le pourquoi on fait les choses pour prendre soin de son bien-être, pour pas ensuite, à la moindre difficulté, se dire oh puis j'en ai marre parce que là j'ai pas eu tel résultat ou tel résultat et j'arrête. Quelles sont les bases? Bah, en fait les bases, les basiques, hein. Vouloir prendre soin de soi déjà, appliquer les choses les plus élémentaires déjà. Donc dormir, manger des aliments sains, euh, avoir des bonnes habitudes, au plus basique. Et puis après on monte, on va dans le plus complexe. Parce qu'il faut savoir que justement le sommeil, c'est ce qui va être primordial pour régénérer le métabolisme, avoir un gros métabolisme, et qui dit gros métabolisme dit feu digestif plus important et plus harmonieux, meilleure vitalité. Donc voilà, c'est très très important. Et donc aussi la gestion du stress, hein, qui est concomitante aussi avec un bon sommeil, parce que si vous êtes stressé sur les nerfs, tout ça, bah, après pour dormir, c'est pas terrible. Donc voilà, revenir aux fondamentaux, et, euh, et puis donc se confronter, je disais, au niveau psychologique à ces problèmes pour s'en élever, et puis euh, acquérir une certaine sérénité. Donc après il y a aussi la phytothérapie, donc il y a l'alimentation comme je disais. Fabienne, bonsoir Jérôme. Bah, bonsoir Fabienne, hein. Au plaisir de te voir. Alors là je suis en live questions-réponses, tu peux poser tes questions, hein, si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et donc pour ce faire au niveau alimentaire, dans un premier temps, tout à l'heure, Simone nous parlait du régime sans food map. Et ben, vous pouvez faire du régime. Après, ça c'est à personnaliser, hein. C'est tout le monde ne doit pas forcément faire un régime sans food map, mais ce qu'il faut faire déjà, c'est noter ce que vous mangez, comme je vous disais au début. Et puis, bah, vous pouvez faire du jeûne et remettre des aliments au fur et à mesure pour voir les aliments qui coincent, noter, ou faire un régime sans food map et puis voir. Et puis après, bah, là, la clé, c'est de pendant ce régime-là travailler sur des choses clés
en naturopathie avec certains aliments, avec certaines plantes, pour améliorer le terrain, et puis aussi par les pensées, et puis pour qu'après, quand vous repreniez un régime petit à petit, moi je conseille de le faire de manière cyclique, de faire un effort avec un aliment, et puis après de faire une phase de repos, retenter encore, et la fois d'après encore plus fort si possible, et puis bah si on voit qu'on est un peu fatigué, retenter pareil, et puis après programmer une fois où ce sera plus fort, puis après repos, etc., etc., faire un cycle, enfin, des cycles même du coup, pour progresser et puis développer la capacité adaptative du tube digestif. Parce qu'après le problème c'est que quand on est dans le fait d'enlever des aliments, eh bien si le corps est vraiment épuisé, bah, il va s'habituer à ce que ce soit enlevé. Et donc après, quand on va revenir vers ces aliments, bah, le corps a encore plus de mal. Donc c'est pour ça que les régimes trop extrêmes, en mode on enlève tout, puis après on remet, eh ben ça peut être contre-productif de ce point de vue-là. Et amplifier la problématique. Donc voilà, faut être à l'écoute. Dans un premier temps, dans tous les cas, hors régime sans food map ou jeûne, moi ce que je conseille c'est de faire un repos digestif, c'est-à-dire simplifier son alimentation, revenir à des fondamentaux. Donc essayer de prendre au plus possible le premier mois un seul type de glucides, un seul type de protéines et un seul type de lipides par repas, de sorte que ça fasse un repos et que ça évite les difficultés digestives inutiles. Faire des bonnes associations alimentaires, donc là du coup comme il y a souci digestif, faire des choses simples et, euh, et qui se digèrent bien. Donc en l'occurrence les légumes ça se marie avec tout, et donc tout le reste ça se marie avec des légumes. Et ça se marie pas entre eux. Donc par exemple protéines c'est avec des légumes, féculents c'est avec des légumes, lipides c'est avec des légumes, etc. Voilà pour simplifier. Et donc, éviter aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'excès de sucre. Donc, par exemple, même au niveau naturel, les fruits sucrés, vaut mieux essayer de prendre en dehors des repas. Là, dans ce cas-là, moi, je vous conseille, si vous en prenez, d'en prendre que vers 17-18 heures. C'est là où le corps fait son pic d'insuline. Donc, ça va matcher avec ça. Ça va être plus facile, plus doux. Parce que si vous le prenez près des repas, ça risque de relancer la digestion, fatiguer encore plus, et faire le bazar là-dedans, et puis de réensemencer, de faire le jeu des mauvaises bactéries, et donc de la problématique. Et en plus de ça, tout à l'heure, je vous disais que quand on est stressé, on peut avoir tendance à, euh, à cristalliser ce stress sur le tube digestif, et donc c'est pour ça que je vous parlais de gestion des émotions. Et il y a par rapport à ça, justement des problématiques euh, de suractivation en fait du tube digestif qui se comporte comme s'il devait digérer alors que vous n'êtes pas en train de manger, rien du tout, mais par le stress, eh bien le corps se met à sécréter des enzymes digestives alors qu'il ne faut pas, puis du coup après, alors qu'il n'y a pas besoin, et puis après du coup quand vous devez manger, eh bien il n'y a plus de jus en fait. Et donc ça fait un épuisement. Alors, le citron est bon pour le régime Laetitia. Euh, oui, bah oui, oui, tout à fait. Il est dit lipolytique. Après, il n'y a pas d'aliment miracle. Dans ces cas-là, c'est vraiment à voir selon ce que tu manges à côté aussi. Le citron, c'est acide, donc éviter avec excès de protéines, excès de glucides. Mais sinon, oui, il est lipolytique, il détoxifie le foie qui est un organe très 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 important. D'ailleurs, je ferai un live hein, sur le foie parce que là, on va arriver vers le printemps, donc voilà, ça c'est la période pour détoxifier son foie. Donc je vous ferai un live sur le foie prochainement. Et plein de fruits différents le matin, c'est bon ou pas? En fait, ça dépend. Si t'as le souci que je disais, donc de l'intestin irritable, là je te déconseille de prendre des fruits le matin. Ou alors, vaut mieux manger que ça, mais c'est pas terrible. Ça, au niveau calorique, c'est pas super. Là, le fruit, c'est vers 17-18 heures. Après, si t'as pas là, de problématique, tu peux le matin prendre ton fruit,
Mais faut que ce soit à distance du repas, idéalement pas après, c'est à choisir plutôt avant, même si c'est pas super terrible non plus, mais après il y a des gens qui te tolèrent bien, donc si toi tu te tolères bien ça va, mais sinon vaut mieux éviter. La tisane de fenugrec. La tisane de fenugrec, ça va être très bien, notamment pour un autre sujet je voulais aborder, c'est la glycémie, la gestion de la glycémie. C'est un régulateur de la glycémie, et puis ça favorise l'appétit, et ça régule l'appétit. Justement, c'est la plante qui fait grossir les maigres et maigrir les gros, comme on dit. Parce qu'en fait, elle a une action favorable au niveau de la digestion, donc forcément, quand on peut mieux digérer, on a plus envie d'eux, et donc elle va avoir tendance à donner faim. Mais si la personne a vraiment besoin de maigrir, en fait, comme ça va rétablir la digestion, eh bien, ça va pas forcément trop donner faim. Que conseillez-vous comme petit déjeuner? Moi, ce que je conseille comme petit déjeuner, c'est des bonnes protéines le matin, des bonnes graisses. Donc là, pour ça, vous avez les œufs à la coque. Pourquoi à la coque? Parce qu'en fait, ça reste gélatineux. Et en fait, pour qu'on bénéficie bien de toutes les propriétés des œufs, il faut que ce soit gélatineux. Si c'est trop cuit, c'est pas que ça aura pas de bienfaits, mais vous perdez des bienfaits inutilement. Donc les œufs à la coque. Et puis, aussi, là justement, particulièrement pour les personnes qui ont l'intestin irritable, de l'avocat. Donc il y a un petit souci écologique avec l'avocat, mais ça a des réels bienfaits de par le fait que, en fait, souvent quand il y a des dysbioses comme ça, comme peut y avoir dans l'intestin irritable, il y a aussi une problématique de terrain et d'acidité. Enfin, et donc la gestion de l'équilibre acido-basique est primordiale, et en fait, les protéines, les graisses, souvent, c'est acidifiant. Et là, ça fait partie d'un des seuls aliments qui apporte un bon taux de protéines, donc 7 grammes pour 100 grammes, qui est à peu près l'équivalent du lait maternel. Donc le lait maternel, c'est un lait qui est donné à un bébé qui est en développement, donc voilà, c'est bien conforme à l'équilibre du corps. Et des bonnes graisses, donc il n'y a pas des oméga 3, il faut prendre des oméga 3 à côté, comme je vous le disais dans ma publication aujourd'hui sur les oméga 3. Il y a des besoins de 2 à 3 grammes par jour à peu près. Bon, après ça dépend de votre activité, etc. Mais bon, voilà, donc l'avocat avec, par exemple, vous pouvez prendre des légumes. Donc en prenant des légumes apaisants, donc les légumes qui ont tendance à être faciles à digérer, pas trop fibreux. Aussi dans le côlon irritable, faut essayer d'éviter l'excès de fibres. Et en fait, ce qui est dommage, parce qu'en fait, il y aurait besoin des molécules des légumes, mais en fait, c'est compliqué de prendre beaucoup de légumes à cause des fibres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est les jus. Les jus, en dehors des repas, donc, du coup, les jus de légumes, et en prenant des jus apaisants, donc en évitant à outrance les jus irritants, donc les jus de chou qui sont très bons, mais qui peuvent être irritants, donc en prendre, mais avec vraiment parcimonie. Alors, œufs biologiques et ou bleu blanc cœur. Oui, des œufs bio, oui, c'est mieux. Donc oui, Sandro me disait des fruits au déjeuner, c'est pas conseillé. À part si tu as une bonne vitalité digestive, où là, tu le prends et ça pose pas de problème, tant mieux pour toi, mais vaut mieux quand même éviter si tu as une bonne vitalité, malgré tout, pour pouvoir la garder. Parce que, en fait, ce qui va se passer avec les fruits, c'est qu'un fruit, ça se digère assez rapidement. Si vous le mangez le fruit, en 20 minutes, une demi-heure, il est digéré. Parce que il va y avoir des fibres dedans, mais c'est des fibres solubles qui passent très bien. Et en fait, il se digère surtout au niveau de l'intestin grêle. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous le prenez après avoir mangé, eh bien, il va être avec le bol alimentaire, mais il va pas trop se digérer avant. Et déjà, il va être ralenti par le bol alimentaire, là où normalement en 20 minutes, pouf, il arrive, il est digéré rapidement et hop là.
Bah là, du coup, il est mis en attente avec le bol alimentaire et il va fermenter, il va ralentir la digestion du bol alimentaire. Donc avec, par exemple, si vous avez pris de la viande, des pâtes ou je sais pas quoi, bah là, ça va faire des choses pas très cool. Donc si vous avez l'intestin irritable, là, c'est la catastrophe ADA. Donc voilà, évitez l'excès de fibres, prendre des fibres quand même, favoriser les fibres solubles, éviter les fibres insolubles. Vous pouvez en prendre, mais essayez de prendre celles qui sont le plus douces possible. Ce qui va être farineux, évitez de le prendre en excès. Évitez les céréales aussi. Donc fermentation et RGO. Oui, par exemple. Voilà, c'est ça. Quand il y a un souci comme ça, oui. Virginie, bonsoir à vous. Bonsoir à toi, Virginie. N'hésite pas si tu as des questions, parce que là c'est un live questions-réponses, donc spécialement pour répondre à vos questions. Donc là, j'étais sur l'intestin irritable. Donc je vous parlais. J'ai tout le temps faim, merci pour votre direct. Ah oui, bah ça je l'avais noté celle-là. Je vais y répondre tout à l'heure. Et donc là je finis brièvement sur l'intestin irritable. Donc aussi il y a quelque chose qui est important, ça rejoint ce que j'ai déjà dit par rapport à l'émotion ou à l'émotionnel, c'est l'excès de pensée. Souvent c'est des personnes qui ont un excès de pensée. Donc là dans ces cas-là, il faut prendre un recul là-dessus, méditer, ou alors ça peut être compliqué de méditer pour certaines personnes, ça peut être un effort trop important, mais en tout cas, si vous voyez que ça vous va pas la méditation, eh bien, il va falloir trouver quelque chose qui vous calme, qui vous détend, qui vous ancre. Voilà, et après, du coup, c'est à individualiser hein, pour les conseils plus précis. Euh, Aussi, quelque chose qui revient souvent, c'est les personnes qui mangent en excès des salades. Là, faut éviter. Hein. Si vous voulez prendre de la salade, vaut mieux prendre des épinards, du concombre, quelque chose qui est apaisant. Sandrine, ou cohérence cardiaque. Ben oui, oui, tout à fait. Il y a tout un panel de choses qu'on peut faire naturellement pour se calmer. Là, c'en est une très bonne. Ouais, tout à fait. C'est vraiment super la cohérence cardiaque que je recommande. Et ah oui, aussi éviter l'excès de légumineuses et puis éviter le soir de prendre des trop gros repas. Moi, c'est ce que je constate. Parce que en consultation, des fois, moi, j'ai des personnes qui me disent, non, mais moi, je mange sain. Et en fait, ça veut dire quoi manger sain? Parce que il y a des raccourcis qui peuvent être faits entre manger naturel et manger sain. Vous voyez, si vous mangez naturel, mais que vous mangez plein de céréales irritantes pour les intestins, que vous mélangez des bonnes graisses, mais vous mettez à côté des choses ultra sucrées qui vont pas bien ensemble, puis vous mettez des protéines, des légumineuses, qui sont des glucides complexes qui fermentent, bah là c'est compliqué. Vous voyez? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de revenir à de la simplicité. Vous voyez, c'est un peu comme si vous voulez un exemple concret, si vous buvez de l'alcool. Si vous buvez tout le temps le même alcool dans une soirée, vous allez avoir moins la gueule de bois en ayant bu la même quantité que si vous prenez plein d'alcools différents. Vous prenez 6 alcools différents en prenant 6 verres, bah, si vous prenez 6 verres du même alcool, ça va quand même être beaucoup plus facile à digérer. Là, c'est pareil en fait. Antinutriments avec les oléagineux non trempés. Oui, 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 mais après ça, oui, quand la personne a un intestin irritable, là, ça devient très important. Sinon, après, pour quelqu'un qui a pas de soucis, ça passe, c'est pas trop grave. Après, ça va être mieux si c'est trempé, ça augmente l'absorption des nutriments, la disponibilité, ça rajoute même des nutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Donc oui, c'est super de tremper. C'est pour tout le monde pareil. Euh, du coup, oui, j'ai répondu. Dans l'idéal, faut les tremper, en fait. Pour tout le monde, c'est pareil. Et d'autant plus si on a des soucis digestifs. Donc là, maintenant, je vais répondre à la question, j'ai tout le temps faim, que faire? Grosso modo. Donc en fait, déjà, il faut comprendre les causes. Pourquoi on a tout le temps faim? Donc il peut y avoir plusieurs possibilités. Alors il y a une des possibilités qui est pas forcément super cool, c'est que on a une petite ulcération, et que du coup, on a une sensation de vide à chaque fois qu'on arrête de manger. Parce que forcément l'ulcération est avide, et du coup on a envie de manger pour combler. Après, bon là dans ces cas-là, il faut aller voir un professionnel de santé, voilà, il n'y a pas de. Enfin voilà, puis c'est même lui qui le découvre en général, mais du coup,
Voilà, dans ces cas-là, faut faire attention et suivre les conseils de son médecin. Et après, sinon, plus communément, il va y avoir la faim émotionnelle. Donc je ne vais pas, j'ai un problème avec mon vide, je suis dans l'action, 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 et j'ai du mal à m'arrêter, me poser, et j'ai peur de ce vide, et puis donc pour combler, eh bien je mange pour le plaisir. Ça peut, l'exemple qui arrive souvent, c'est quelqu'un qui a une journée stressante, il prend sur lui toute la journée, et puis en fait du coup quand il rentre chez lui, il veut être dans le laisser-aller, avoir une alimentation de plaisir pour avoir le plaisir qu'il n'a pas eu dans la journée, pour pouvoir aller se coucher tranquillement ensuite. Et donc ça, du coup, c'est à éviter. Il faut le comprendre qu'on a une journée stressante, et puis trouver d'autres solutions que ça, et en fait se détacher de ça. Donc il y a ce côté-là, mais après, il n'y a pas que ça. En général aussi, les gens qui ont tout le temps faim mangent beaucoup sucré. Je sais pas si c'est ton cas, toi, Virginie, mais souvent c'est ça. Ah bah voilà, j'ai ma réponse, j'ai un début d'ulcère. Oui, bah non, c'est souvent ça. Sinon, j'allais dire une autre explication, c'est excès de sucre. Parce que le problème de l'excès de sucre, c'est que bah, ça fait des pics de glycémie, et donc du coup, bah, ça fait des pics dans un sens, glycémie qui monte, mais après, le corps, comme il s'excite, il fait glycémie dans l'autre sens. Puis en fait, si le centre est là, ça fait pic, hop, puis après, ça descend un peu plus bas, puis pouf là, puis en général, ça fait de moins en moins des gros pics pour revenir à l'équilibre. Souvent, ça fait ça. Et donc, quand vous avez le pic d'hypoglycémie, bah, vous avez une grosse fringale et en fait, du coup, vous avez tout le temps faim. Et ça, en plus, en parallèle, c'est relié souvent à un manque de minéralisation du tube digestif. La personne est déminéralisée, du coup, comme elle est déminéralisée, elle a des problèmes avec ses neurotransmetteurs, les hormones du bien-être. Du coup, elle a envie d'avoir le sucre parce que ça fait de manière immédiate un pic de dopamine, sérotonine, etc., plein de bien-être. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ça acidifie le milieu, ça déminéralise encore plus, et du coup, ça amplifie le terrain d'avoir des envies justement de sucre comme ça. Et donc, en parallèle de ces excès sucrés aussi, il y a comme cause une dysbiose, un petit peu à l'image de l'intestin irritable, mais là du coup un peu différemment, qui, cette dysbiose crée en fait une mauvaise régulation des hormones de satiété. Parce que le microbiote est très important pour la gestion hormonale, donc dans le tube digestif et aussi à l'échelle endocrinienne sur tout le corps, parce qu'il va sécréter des molécules mimétiques aux hormones, donc qui vont pas être des hormones, mais qui vont créer, qui vont se fixer sur les récepteurs des hormones et avoir la même action que les hormones. Et en plus, ils vont même créer des hormones, ils vont même sécréter des vitamines. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faites en bien comme en mal. Ça peut, si du coup vous comprenez que si ça va pas bien, ils peuvent sécréter des choses pas cool. Donc c'est très important. Tout à l'heure, Sandro nous parlait de citron. L'avantage du citron, c'est il va être anti-infectieux et, euh, et il va aider à empêcher l'excès de pullulation de certaines populations qui prennent trop le pouvoir et qui sont négatives quand il y a dysbiose. Parce que quand il y a dysbiose, le problème c'est qu'il y a quelque chose à digérer et donc il y en a une qui a une plus grosse armée, qui est plus forte que les autres, et du coup c'est elle qui va manger d'abord un petit. C'est un peu comme si comme quand vous avez des animaux, plusieurs animaux que vous leur donnez à manger, des fois si c'est la jungle qui se connaissent pas trop, c'est le plus fort qui va prendre le tout. Là c'est un peu ça, hein. Une tisane pour dormir tranquille la nuit. Ouais, mais c'est très important ça justement sur la durée. C'est pour ça que je parlais des fondamentaux tout à l'heure, mais bien dormir, du coup, ça va permettre de reposer, d'améliorer la vitalité. Et là, du coup, quand on a bien dormi, qu'on est bien vitalisé, euh, et bien tout simplement, après pour digérer le lendemain, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que si vous dormez pas bien, le corps entre agir et digérer, il faut qu'il choisisse. Et donc c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe? On a à midi, enfin vers 13 heures après avoir mangé, souvent on a envie de dormir parce que le corps il se dit entre digérer et être présent dans le moment présent, faut choisir, et là du coup il choisit de digérer, donc du coup on est fatigué. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des sportifs qui vont vomir s'ils ont trop mangé, qui font l'effort, parce que le corps il est en mode je mange ou je fais l'effort physique ou je digère, hein. C'est compliqué de faire les deux à la fois. Peut-être apporter des aliments fermentés pour reminéraliser
vitaminer, soutenir le microbiote. Oui, oui, exactement. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je disais dans le dernier live quand je vous parlais du kéfir. Il y a le kéfir de fruits, où il y a manger de la choucroute, ou du kombucha, ou d'autres aliments fermentés. Après, attention, si c'est vraiment le bazar dans votre microbiote, faudra y aller doucement, progressivement, à votre rythme, parce que bah, du coup, si c'est le 14 juillet là-dedans, puis que vous mettez d'autres microbes, bah, ça va faire des réactions qui peuvent être un peu explosives. Donc voilà, y aller avec douceur, écoute, et puis voilà, Mais en incorporer justement sur la durée, ça va aider à faire un repos digestif, à calmer. Mais après, ça va ralentir le fait que, parce qu'en fait, ça va prendre la place un peu de une action de votre microbiote, et donc ça va retarder le fait qu'il se surdéveloppe, enfin qu'il se développe bien quelque part dans l'idée, puisque du coup il va être là, mais euh, ça, ça va l'accélérer. Ça va l'accélérer dans le sens que bah, si on ne l'avait pas fait, eh bien il aurait été 6 pieds sous terre, et donc là, en fait, avec ça, ça permet de faire un peu une béquille qui permette à votre microbiote de se reposer pour après se revenir plus fort. Pour le microbiote, la choucroute est excellente. Ah oui, oui, carrément. En plus, bah, donc c'est fait à partir de choux, et le chou est exceptionnel comme dépuratif, détoxifiant de tout l'organisme. C'est ça qui est intéressant. Justement, là, ça va être l'occasion de la détox du foie. Moi, j'ai des cas, des fois, de gens, enfin de personnes, enfin des femmes souvent, qui en fait font une détox le printemps, et en fait, après, ils ont des cystites. Pourquoi? Parce ils vont avoir détoxifié que le foie, et en fait, et ils vont avoir des symptômes de la détox, parce qu'en fait, enfin là, du coup, dans ce cas-là, c'est parce que ils ont trop détoxifié, donc la cure était mal dosée, c'est-à-dire qu'ils en ont pris trop pendant trop longtemps. Et donc après, ils ont des symptômes, ils font une cystite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont détoxifié que le foie, qui a remis en circulation plein de choses. Parce que dans les détoxifiants, dans les plantes détoxifiantes, il y a aussi des protecteurs hépatiques, donc quelque part, le foie, il est un peu protégé. Le problème, c'est que comme ça remet en circulation et qu'ils font pas une cure sur les autres organes, avec une plante complète, eh bien, après, bah, ils ont des problématiques sur d'autres organes parce qu'ils ont trop détoxifié, donc c'est le signe d'une cure détox ratée dans le sens qu'elle a été trop forte. Et donc, bah, cystite, ça peut être aussi des problèmes au niveau respiratoire, au niveau digestif, donc diarrhée, constipation, donc voilà, faire attention. Et là, le chou, c'est une plante complète, parce il y a des organosulfurés dedans, ça détoxifie en profondeur tout. Et d'ailleurs, je vous parlais de l'herbe de blé la dernière fois. Bah, l'herbe de blé, lui, il détoxifie vraiment tout. Et en plus, il est super riche en acides aminés, protéines, calcium, magnésium. C'est une bombe nutritionnelle absolument incroyable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, il a besoin d'acides aminés pour bien fonctionner, pour fabriquer l'albumine, la transférine. Donc l'albumine, qui est un transporteur de neurotransmetteurs, c'est un transporteur dans le sang pour amener des molécules ici et là dans le corps. Et donc la transférine, des fois, les gens ont un problème de fer, on dit, ah bah, c'est parce qu'il a une carence en fer. Donc, on donne du fer et on dit, ah bah, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Ça peut être peut-être parce que la personne a un problème de foie, manque de transférine. Pourquoi? Parce que le foie ne le métabolise pas, parce que le foie est trop fatigué. Ou alors parce que la personne, elle a pas assez d'acide. Elle va pas en plus consommer assez d'acides aminés, mais ça, c'est un facteur aggravant, parce que sinon, le foie est capable de recréer, enfin, de se dépatouiller s'il est en bonne vitalité pour créer à partir de quelque chose qu'il a, des acides aminés. Que pensez-vous des probiotiques? On peut en prendre pendant combien de temps et les meilleurs sont lesquels? Bah, je vais finir là sur le foie un peu avant, et puis après je réponds à ta question. Euh, Aussi, pour le foie, on a des personnes qui vont avoir des bronchites, des rhumes, et ils vont se dire que c'est parce que ils ont attrapé un coup de froid ou ceci ou cela. Bon, peut-être que oui, mais d'autres fois, ça va être tout simplement que en fait, vous voyez, les aliments, quand ils sont dans les intestins, ils passent par le foie avec la veine porte,
Et donc ils arrivent au foie, le foie a un travail de filtration importante du sang, derrière ça va au cœur et ensuite ça va au poumon. Si le foie n'a pas fait son travail de filtration, qu'est-ce qui se passe? C'est le poumon qui doit le faire. Et du coup le poumon, à la base, il va le faire, mais c'est pas forcément son rôle, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un encombrement pulmonaire important, des mucosités, et on va avoir des crachats, des choses comme ça, on va être enrhumé, on peut s'attraper une bronchite comme ça. Et donc, ça peut être le foie, pareil pour une hypertension. On peut avoir une hypertension à cause du fait que le foie filtre mal. On peut avoir aussi une hypertension nerveuse à cause de ça, parce que ça va agir aussi au niveau nerveux. Et puis donc, du coup aussi, euh, ça va aussi être important pour les niveaux d'énergie, la fatigue, etc. Et donc là, le chou, lui, est très complet, va détoxifier le foie et détoxifier l'organisme en général. Donc pour limiter le fait qu'après il y ait des cystites, etc. L'herbe de blé aussi. Et donc l'herbe de blé, il va être idéal pour revitaliser les gens épuisés. Donc je vous disais, richesse calcium, magnésium, etc. Acides aminés, notamment phénylalanine et tyrosine, qui sont des précurseurs des neurotransmetteurs. Donc quelqu'un qui est épuisé, ça va faire un bien fou d'avoir cela. Et puis dans le dernier live, on parlait de quelqu'un qui avait les reins épuisés. Donc je me souviens plus si j'avais conseillé l'herbe de blé dans ce cas-là. Je crois que je l'avais pas dit. Dans ce cas-là, je m'étais contenté de conseils généraux au niveau alimentaire parce que j'en savais pas plus sur l'avancement de la maladie parce que enfin du rein de son état de fatigue. Parce que si il est vraiment très très fatigué, il faut éviter de mettre des choses qui vont trop le stimuler parce que ça peut vraiment l'épuiser ou voire même si par exemple il y a des calculs ou des choses comme ça, donc ça peut faire sortir trop de choses d'un coup et créer des calculs et donc ça peut être dangereux. Donc dans ces cas-là, quelqu'un qui est épuisé, si c'est pas quelque chose de trop grave, vous pouvez prendre de l'herbe de blé petit à petit, vous en prenez toute petite quantité, vous attendez à chaque fois 5 jours avant d'en reprendre. Demain, je vous poste un article sur l'herbe de blé, j'avais dit au dernier live que j'allais faire un article, là du coup il est prêt, il est fini, je le poste demain. Et donc voilà, là maintenant je vais passer à ta question, Fabienne, pour le micro. Alors, c'était que pensez-vous des probiotiques? Alors, ce que je pense des probiotiques, c'est que au plus, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, au plus on va être complètement détraqué sur le moment, au plus faut être vigilant et en prendre des petites quantités pour démarrer. Et puis attendre de voir avant d'augmenter la dose. Donc pour moi, il y a la règle des 5 jours. Si au bout de 5 jours tu vois que ça va, tu peux augmenter un peu, mais avant de réaugmenter, tu réattends 5 jours. Et puis tu vois progressivement parce que ça va quand même avoir une action de détox. Donc c'est pas négligeable. Il faut drainer également. Oui, en fait, quand tu veux améliorer la vitalité d'un organe, il faut stimuler, mais pas que. Si tu fais que stimuler, si c'est pour que ça fasse un effet café, ça va pas suffire. Et même si tu stimules trop, après t'épuises au final. Donc il y a un savant mélange qui doit être fait entre la stimulation, la nutrition. À savoir que tu dois stimuler, mais juste pour redonner l'énergie, redonner l'équilibre au corps pour qu'il ait son énergie, pour avoir sa bonne vitalité. Et donc en parallèle, il faut mettre quelque chose de nutritif qui va nourrir l'organe, qui va avoir une affection avec cet organe et lui apporter des minéraux, des vitamines, etc. Donc là, l'herbe de blé, c'est quand même super de ce côté-là. Et donc idéal justement en printemps. Donc dans l'article, je vous expliquerai comment faire pousser ces pousses d'herbe de blé. Donc en 7 jours, vous faites germer des graines d'herbe de blé, et puis en 7 jours, vous avez votre herbe prête pour faire des jus. Donc alors, Sandrine Lévesque, un fond de mucosité chez un asthmatique peut être dû à un foie fatigué? Bah oui, exactement, oui. Après, ça veut pas dire que parce qu'on est asthmatique, c'est à cause du foie, c'est pas ça, hein. Mais ça peut être la cause. De toute façon, tout ce qui est chronique, quand on fait du bien au foie, on voit la différence. Parce que en fait, le foie, il va servir à rendre éliminables les choses qui doivent être éliminées, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être éliminées en l'état, donc il faut les métaboliser pour qu'après ils puissent être éliminables. Ensuite, c'est envoyé aux organes d'élimination, et il va aussi aider à être utilisable des molécules.
Donc fatalement, si votre foie est plus performant, qui métabolise plus vite pour éliminer et plus vite pour utiliser, pour créer les molécules dont le corps a besoin, fatalement, ça aide dans tous les processus, que ce soit inflammatoire, immunitaire, etc. Donc bah là, fatalement, quelle que soit votre problématique, ça fera un bien fou. Si vous améliorez la vitalité de votre foie, tout simplement. Quel que soit l'objectif de départ, que ce soit perte de poids, que ce soit inflammation, que ce soit de l'immunité. Donc pour être durable, pensez davantage à incorporer des fibres pour nourrir durablement le microbiote. Oui, mais là pareil, en quantité adéquate. Parce que si le microbiote est déséquilibré, quand tu vas te donner des fibres, comme c'est une nourriture de base pour le microbiote, bah, qui va quand même favoriser les bonnes bactéries, mais la bactérie qui est dominante, enfin je simplifie parce qu'il n'y a pas qu'une bactérie, mais la colonie dominante, elle va prendre le gâteau en premier, quoi, en fait. Donc il faut en prendre, mais pas trop, parce que si t'en prends trop puis que t'as une dysbiose, bah, ça va ballonner. Donc là, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, c'est favoriser les fibres solubles et limiter les fibres insolubles. Alors, Sylviane Tormen, comment améliore la vitalité du foie? Là, du coup, en revenant sur des principes de vie fondamentaux, donc prendre soin de soi à la base par la pensée, euh, faire des bonnes associations alimentaires à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure, bien dormir, travailler sur ses pensées, sur justement à ne plus les avoir, à être bien avec soi, avec son vide intérieur, se calmer, éviter de faire en fait plusieurs choses en même temps en mode je fais ça, puis vous voyez les métiers où on passe d'une chose à une autre sans trop voir le bout de ce qu'on a fait, on fait ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça, et puis en fait on est tout le temps en mode adrénaline, ça fait des coups au foie, après perte d'énergie, ça fait des pertes d'énergie importantes. Caroline Boyer, bonsoir, j'arrive, c'est un live de quoi? Donc c'est un live question-réponse. Donc aujourd'hui, donc je parlais de l'intestin irritable, voilà du coup du foie. Euh, et puis d'ailleurs, j'ai prévu de parler de la détox du foie et de la vésicule biliaire, de la tendinite récurrente, de la gestion de la glycémie, du fait d'avoir tout le temps faim. Voilà. Et donc est-ce que vous avez des questions? Là, c'est bon. Bah oui, là, ça va être très bon. Là, il va y avoir justement, tu parlais de fibres tout à l'heure. Eh bien, dans l'ail, il va y avoir des fibres, mais c'est des fibres qui vont favoriser les bonnes bactéries. En plus, l'ail est anti-infectieux. Donc voilà, ça va être très bien. Et donc, pour le fait d'avoir tout le temps faim aussi, il y a le côté apport en polyphénol. Les polyphénols, donc enfin flavonoïdes, etc., qu'il va y avoir dans les aliments, sont très importants pour la gestion justement des équilibres hormonaux, la gestion du microbiote, et vont aider à rééquilibrer. Donc quand il y a tout le temps, on a tout le temps faim, faut essayer de prendre des sucres, euh, enfin d'éviter les sucres rapides et de favoriser les sucres lents. Et puis donc de travailler avec son vide intérieur pour être en paix avec lui, travailler sur le repos, etc. Et donc après, il y a une autre question aussi sur la rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, là, en général c'est plus aux jambes, enfin, il peut y en avoir pas un peu partout, mais en général c'est plus aux jambes, ça peut être lié, il peut y avoir plusieurs causes, donc souci de circulation, donc que ce soit veineuse ou lymphatique. Donc là, des massages pour améliorer, il y a des plantes comme par exemple la mamélis, le ginkgo biloba, etc., le cyprès, voilà, et après aussi, donc bouger, faire du sport. Alors, justement, il y a une question sur le sport là. Sandrine, l'activité sportive pour rééquilibrer tous les systèmes en lien. Oui, bah oui, oui, carrément. Alors, en fait, c'est comme tout, hein, faut faire du sport, mais pas trop, faut un peu de tout, il y a un temps pour tout, comme on dit, et il y a un équilibre de tout à avoir. Dès qu'il y aura un excès, forcément, ça partira dans le mauvais sens. Donc oui, sinon, je reviens à la question d'avant, comment améliorer la vitalité de son foie, donc en prenant une plante pour faire une cure détox, en alliant aussi le repos, la bonne nutrition.
Alors Simone, je vous laisse, je regarderai la fin du live en replay, bise et douce nuit. Bah, merci à toi Simone d'avoir participé, et puis à bientôt, bonne nuit à toi aussi. Et n'hésite pas à poser des questions si tu as besoin ensuite. Et j'y répondrai avec plaisir. Et donc oui, Sandro, l'ail c'est bon. L'ail il va aider à favoriser des bonnes bactéries il va pas avoir un effet comme un antibiotique qui va tout détruire sur son passage. Lui, il va quand même aider à réguler les bonnes bactéries. En plus, il y a tout un tas de vertus sur l'hypertension, sur la fertilité, sur la circulation sanguine. Bah, justement, on parlait des, de la rétention d'eau, donc améliorer la circulation. Aussi le mouvement. Bien avoir du mouvement, bien manger, bien détendre la zone. S'il y a aussi rétention d'eau, c'est qu'il y a inflammation. Dans ces cas-là, donc adopter une alimentation anti-inflammatoire, des gestes anti-inflammatoires, donc beaucoup de repos et aussi du sport, sans dépasser les capacités adaptatives. Comme je vous disais, dans les régimes, entre guillemets, si on dépasse trop la capacité adaptative, c'est mauvais. C'est qu'il faut des fois aller tout près, mais jamais la dépasser pour pouvoir se développer. Merci Jérôme. Bah, je t'en prie Simone, bonne soirée à toi. Et donc pour pour la rétention d'eau, il y a des plantes symptomatiques, par exemple comme l'ortie, qui aide à drainer tous les liquides et tout. Et donc ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre des choses anti-inflammatoires pour aider à calmer. Donc ça peut être en huile essentielle, comme la Golterie par exemple. Enfin, l'huile essentielle de cyprès, de lentisque. L'huile essentielle de lentisque pistachier est très intéressante. Voilà. N'hésitez pas en passage si vous avez d'autres questions. Donc pour le dosage avec le lentisque, tu peux mettre une goutte dans une cuillère à soupe d'huile végétale, idéalement de la calophylle inophile, mais si t'as pas, tu mets une autre et puis tu masses. Et sinon après pour la circulation, je vous ai dit Amamélis, cyprès, ginkgo, une des deux, vous prenez un dosage classique qui est marqué sur la boîte. Et puis sinon après c'est améliorer la digestion, etc., bon sommeil, etc. Il faut évoluer en mode routine, j'imagine. Bah oui, en fait, le corps, il a besoin d'une routine, et il a besoin aussi de petits changements de temps en temps pour augmenter sa capacité à s'adapter à des changements. Après aussi, j'avais une question par rapport au diabète, à la glycémie. En fait, au niveau de la glycémie, il va y avoir des plantes symptomatiques entre guillemets. Moi, je préfère travailler sur les causes, mais je vais quand même vous dire les plantes symptomatiques en début. Donc, vous avez par exemple le fenugrec, dont Sandro nous parlait tout à l'heure. Le fenugrec, vous avez l'huile de nigel. Donc pour le fenugrec, ça peut être une demi à une cuillère à café, 1 à 3 fois par jour, avant les repas. Et puis pour l'huile de nigel, c'est une cuillère à café avant les repas d'huile de nigel. Et puis donc aussi vous avez la feuille de comment dire de myrtiller, le gymnéma sylvestre. Donc en plus là pour les envies sucrées qui va aider parce qu'il va rentrer en compétition avec le sucre et en plus de ça il va ralentir l'absorption des sucres donc il va aider à limiter les envies sucrées et il a été démontré comme ayant une capacité dans des études à régénérer des cellules des îlots de Langerhans du pancréas donc pour améliorer la réponse insulinimique donc là, ça va être très intéressant. Mais après, pour le diabète, il faut voir les causes. Donc, comme je vous disais, les symptomatiques, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est les causes. Et donc là, en l'occurrence, pour les causes, il y a le foie gras. Donc, excès, parce que le foie, c'est lui qui va gérer la gestion de la glycémie. Et aussi le pancréas, qui lui va sécréter l'insuline. Donc, dans les causes, il peut y avoir une fatigue, justement, du pancréas. Bah, en fait, ça peut être manque de sécrétion d'insuline et ou en plus résistance à l'insuline. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les vases communicants où ça va du plus vers le moins. Si c'est trop,
ça contient trop, bah du coup pour rentrer, faut forcer, faut pousser, et du coup faut pousser plus pour que ça rentre. Pour la métaphore. Voilà, donc du coup la solution ça va être de détoxifier son foie de l'excès de graisse et donc faire quelque chose là du coup en y allant en douceur progressivement, pas faire des gros à-coups parce que ça va pas aimer, ça va fatiguer le pancréas qui va devoir faire des gros pics d'insuline. Donc faire une détox en douceur du foie dans ce cas-là. Et puis tout simplement comme il y a le côté émotionnel avec le tube digestif, travailler sur ses émotions. Donc manger des choses qui vont être plus digestes, favoriser la digestion au possible au maximum, éviter les sucres rapides, hein, là du coup c'est la logique même. Hein. Alors, Sandrine, le stress et système des corticosurrénales sont une des causes pour la glycémie. Oui, bah, on dit que la gestion de la glycémie c'est l'avant-garde du système nerveux. Parce que bah forcément si t'as trop de glycémie, pic d'adrénaline, insuline, hop là, mais en général, du coup, comme tu t'es trop excité, le pancréas est un peu trop excité, bah, t'as pic dans l'autre sens, t'as hypo après. Du coup, repic d'adrénaline. Du coup, bah, ça va épuiser tout le système nerveux, puis ça va te faire que tu vas t'énerver, tu vas être dans la peur, en fait. Donc, du coup, oui, c'est lié. Et si t'es dans la peur, du coup, tu vas le surstimuler et si t'es dans le stress, tu vas épuiser ton pancréas, ton foie, etc. Et puis, si t'épuises ton foie, ton pancréas, tu vas épuiser ton système nerveux aussi. Voilà, tout est lié. Hein. Et ah oui, tout à l'heure, je vous parlais du foie, des maladies qu'il peut engendrer. Bah, par exemple, aussi, ça peut créer des migraines. Il y a les migraines hépatiques. Ça peut créer de la tension, ça peut créer, voilà, tout plein de choses. Sandro, le problème du sport, le lendemain on bouge plus. Ah oui, bah là du coup ce que je disais avec la phase de repos. Ça le met bien en exergue. C'est que après un gros effort, repos. Voilà, là il me reste à parler du nettoyage de la vésicule biliaire. Donc bah, pour la vésicule biliaire, j'avais une question pour comment nettoyer sa vésicule biliaire. Donc là, il existe des plantes. Après, le problème, c'est que c'est quelque chose qui doit être encadré. Parce que bah, si vous avez dans la vésicule des cailloux, puis que vous vous drainez trop, bah, selon l'état, ça peut être grave. C'est-à-dire que ça peut faire un énorme amas de plein de petits cailloux qui se déposent en même temps, qui bougent, et puis après là carrément, si c'est vraiment très grave, il y a une opération qui est nécessaire et on vous enlève la vésicule. Donc faut pas jouer avec ça. Et sinon en plante, vous avez. Après il y a la cure, vous pouvez regarder la cure du docteur Clark. Mais ça c'est un peu extrême. Moi je déconseille si la personne a des problèmes de vésicule, parce que dans le sens que quand vous avez des problèmes de vésicule, il vaut mieux éviter, faut consulter un médecin avant pour savoir la gravité. Et si vous savez la gravité, là vous pouvez y aller en mode tout doux. Enfin, bon, toute proportion gardée par rapport à la gravité de vos soucis, mais euh, allez voir un professionnel avant de vous lancer dans ces choses-là. Donc c'est pour ça, la cure comme celle du docteur Clark, c'est quelque chose de très puissant. Ça peut faire vraiment des choses graves, donc faites attention. Parce que vous pouvez très bien pas avoir de gros cailloux, mais en avoir plein de tout petits. Mais comme c'est un petit conduit, si vous les faites tous sortir d'un coup, bah là, c'est pas bien, pas bien, pas bien. Donc au niveau phytothérapie, il va y avoir le pissenlit, l'artichaut, bol d'eau. Vous allez avoir, moi je vais vous en dire du coup deux principales, pissenlit et puis parce que la cure du Dr Clack c'est avec de l'huile d'olive. Huile d'olive, sel d'Epsom, jus de pomme, pamplemousse, citron. Mais là, du coup, moi, je vais vous dire deux plantes. Donc, c'est pissenlit et puis bourgeon d'érable. Et donc, il faut commencer par des tout petits dosages, attendre bien 5 jours avant d'augmenter éventuellement. Et si vous augmentez, c'est vraiment à toute petite dose. Donc voilà, après, j'avais... Ah, je vois qu'il y a une question. Quand on est en
préménopause souvent en même temps, hypothyroïdie, voire hypochlorhydrie. Ah oui, il y a ça aussi dont j'ai pas parlé. Est-ce bon de consommer des choux crucifères? Ah bah non, la hypothyroïdie, hypochlorhydrie, vaut mieux pas. Enfin, vaut mieux pas. Enfin, c'est pas qu'il faut pas en prendre du tout, mais faut éviter de trop y aller avec ça, quoi. Parce que bah, sinon que ça va avoir un effet inhibant. Mais bon, après, voilà, c'est toute proportion gardée. Il y a aussi des molécules qui tempèrent aussi ça, mais ça a quand même cet effet-là, donc faut éviter de trop en prendre dans ces cas-là. Donc justement, là, tu as fait la transition avec l'autre sujet dont je voulais parler. C'était l'hypochlorhydrie, problème reflux gastro-œsophagien. Comment dépister entre guillemets. Enfin, comment savoir si, comment avoir une estimation de nos sécrétions d'acide chlorhydrique. Il y a un test naturel. C'est vous prenez une cuillère de bicarbonate de soude le matin à jeun. La buvez dans un verre d'eau. Normalement, vous devez avoir une espèce de petit rot dans les 2-3 minutes. Si c'est le cas, c'est bien, c'est normal. Si vous l'avez avant, c'est que vous avez déjà de l'acide chlorhydrique, donc peut-être que vous êtes stressé, que vous avez cet acide chlorhydrique. Ou si vous l'avez après, c'est que bah, vous avez sûrement une hypochlorhydrie. Christine Ansker-Anctil. Bonsoir, bah bonsoir à toi Christine. Là, je suis en plein live questions-réponses. Et donc si vous avez un souci d'hypochlorhydrie, donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premier élément, eh bien, les sécrétions ne sont pas au rendez-vous. Deuxième élément, c'est que sûrement aussi qu'elles ne sont pas au rendez-vous parce que votre estomac n'est plus capable de produire assez de mucine, donc qui est une couche protectrice pour protéger l'estomac de son acide chlorhydrique et aussi des attaques extérieures. Et donc s'il est plus capable de produire assez de mucine, eh bien il va avoir tendance de manière intelligente à diminuer les sécrétions. Enfin déjà de base la vitalité s'éteint un peu dans l'organe, parce qu'il y a sécrétion, donc la mucine pour protéger, et puis en plus il malaxe l'estomac. Et donc si les parois font plus assez de mucine, elles sont dévitalisées, sûrement que, en plus de ça, les contractions, c'est pas ça, l'organe il est pas très vivace, et en plus quand il a de l'énergie, c'est pas de manière harmonieuse, quoi. Marie-Michel Soleil Bujol. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, je t'en prie, hein, n'hésite pas si tu as une question à poser. Donc là, je suis sur l'estomac. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que il faut que les parois retrouvent leur capacité de bien se protéger et il faut que les sécrétions reviennent. Mais les deux sont concomitants. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estomac, il est beaucoup relié aux minéraux pour pouvoir faire ces sécrétions. Il y a des besoins notamment en calcium, sodium, etc., pour qu'il y ait les sécrétions de mucine nécessaires. Et donc, bah, ça va être important de se reminéraliser. Aussi, autre point, il faut que les sécrétions soient stimulées, en tout cas régulées. Là pour ça, moi ce que je conseille c'est de la gentiane, qui va aider, qui a un effet légèrement antidépresseur, et puis en plus de ça qui régule les sécrétions. Elle n'est pas juste dans la stimulation, elle régule, et donc elle va aussi aider à réguler les contractions. Donc, quand il y aura besoin de mettre de l'acide chlorhydrique, ça on verra. Quand il n'y aura pas besoin, non. Et après vous pouvez prendre une autre plante qui va reminéraliser, parce qu'il y a le lithotamne qui régule l'excès d'acidité. Ce qui est bien avec ces plantes-là qui sont anti-acides, c'est que comme elles vont être bien pour la digestion, elles vont être anti-excès d'acide. Et puis, mais elles vont pas être anti-acide sain. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez un acide sain, un taux d'acide chlorhydrique sain, ça va faire baisser sur le moment l'acidité, parce que par effet tampon, comme elles sont le contraire d'acide, ça va le faire baisser. Mais comme ça va améliorer la minéralisation de l'estomac, la vitalité de l'estomac, que ça va avoir une action sur les qualités des sécrétions, après ça va aider à réguler les sécrétions globales. Donc là par exemple du lithothame, de la gentiane, couplé, très bien. Et après aussi, à la place du lithothame, vous pouvez prendre de l'herbe de blé par exemple, grosse minéralité, pouvoir alcalinisant très puissant, et puis en même temps, effet favorable sur la digestion.
Et donc voilà la petite astuce. Sandro, tu me disais pour une petite tension. Euh, pour une petite tension, là par exemple, tu peux prendre de l'aubépine. Tu peux prendre de l'aubépine en cure, voilà, pour calmer. Au niveau des jus, par exemple, tu as le jus de céleri qui est bien, pour aider à calmer, détendre. Après, c'est pareil, hein, là, je vous dis du symptomatique, après, il faut voir les causes. Là, c'est plus en séance de naturopathie, en vidéo, en présentiel qu'on voit ça, avec tout un questionnaire pour voir votre cas à vous, en fait, pour ensuite passer à l'action et faire tout ce qu'il faut faire pour avancer. Alors, l'ortie en jus pour reminéraliser. Oui, tout à fait, par exemple, ouais. En plus, ah oui, j'oubliais, en plus, l'ortie a un des paramètres que j'ai pas encore dit, c'est le côté piquant. Le côté piquant va bien aider. Donc, par exemple, pour stimuler les sécrétions, cette vitalité. Donc, vous mettez quelque chose de piquant. Donc là, du coup, qui prendrait la place de la gentiane, par exemple, pour augmenter les sécrétions. En parallèle, vous mettez quelque chose qui reminéralise. Et voire même, si vraiment ça va pas, vous pouvez même mettre une autre plante anti-inflammatoire. Il y a par exemple une plante qui fait tout ce que j'ai dit là en même temps, c'est l'aloe vera. Donc vous pouvez faire une cure de jus d'aloe vera. Après aussi, il y a l'argile qui peut être intéressant en interne. Donc là, après, pour l'argile, il faut faire des cures, hein, c'est pas à prendre tout le temps. Parce qu'après, ça peut causer de la dénutrition, ça peut causer euh, enfin des carences en fait, tout simplement. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'en profite que du coup, j'ai dit tout ce que je voulais dire pour donc vous parler des prochains articles, hein. Donc je vous avais dit que je ferai un article sur l'équilibre acido-basique. Là, voilà, c'est fait, hein. J'ai plus qu'à le publier. Je le publierai prochainement. Sur l'herbe de blé, voilà, c'est fait aussi. Et puis après, il y a d'autres articles, enfin beaucoup d'articles qui arrivent. Donc vous allez avoir des nouvelles. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un live sur le foie. Aussi, le 7, je vous donne rendez-vous le 7 pour un live avec, avec Nathalie, enfin une autre Nathalie, pas la Nathalie de tout à l'heure, Nathalie Loriot, qui est iridologue. Et donc, on vous parlera d'iridologie, qui est la science entre guillemets de l'examen des yeux. Donc, à savoir qu'à travers cela, on peut, à travers les yeux, voir les faiblesses de l'organisme, et du coup, on peut utiliser ça en naturopathie pour donc gagner du temps sur le terrain, voir comment est le terrain déjà, le voir de suite, et puis agir en conséquence en fait. Donc c'est vraiment super pratique parce que euh, on peut tout de suite voir ce qui blesse et puis du coup ce qu'il faut faire, pas faire. Donc voilà, ce sera le 7 vers 20h. Je créerai l'événement bientôt et puis du coup vous en saurez plus. Ça y est, j'ai commencé ma cure du boulot, Christine. Ah oui, super. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Comment tu te sens? On parle souvent de cet équilibre acido-basique, mais on ne peut pas de dissocier de l'équilibre oxydoréduction bioélectronique de Vincent. Oui, bah oui, oui, c'est des réactions chimiques, forcément. Dans l'équilibre acido-basique, tu as des électrolytes qui sont reliés. Donc forcément, déjà l'hydrolyse de l'eau, hein, H2O, H3O+, HO-, un proton, un électron. Merci pour toutes ces informations. Oui, puis d'ailleurs, le côté oxydoréduction, ça va même encore plus loin que l'équilibre acido-basique. Là, on peut rentrer dans des choses très complexes. C'est notamment quelque chose. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié une question sur l'argile. Euh,
c'est notamment une des raisons qui font que beaucoup de flavonoïdes, de molécules en fait des fruits et légumes arrivent à chélater, donc attraper des métaux lourds notamment, grâce à cette action. Et c'est aussi comme ça qu'il y a un côté antioxydant. Laurence, bonsoir Jérôme, j'arrive seulement, dommage. Ah oui, mais pas de souci, tu peux toujours poser tes questions si tu en as. Si tu as une question, toi, pour un cas personnel ou de quelqu'un que tu connais, tu peux toujours poser la question. Quand quelqu'un rôde beaucoup, ça vient de quoi? Bah, ça peut venir justement d'un manque ou d'un trop-plein d'acidité. Parce que ça peut être que justement il y a trop d'acidité, du coup tout de suite ça arrive avec l'acidité, ça réagit, ça rôde, ou alors ça peut être parce qu'il y en a pas assez et que voilà du coup c'est plus grave parce que t'as pullulation bactérienne et du coup bah dès que tu vas manger quelque chose, hop, pullulation bactérienne, ça gonfle là-dedans, puis hop, un petit rot. La gentiane ou aliment amer pour relancer? Bah, l'avantage de la gentiane, moi j'ai dit la gentiane parce qu'en fait elle est rééquilibrante. Parce que quelque chose qui quand quelqu'un est, c'est plus passe-partout hein, pour le plus grand nombre de cas. Parce que en fait, quand comme je le disais tout à l'heure, avec la stimulation, qu'il fallait pas trop le faire. Si on stimule trop, après ça peut faire du bien, mais après épuiser si on le fait trop. Là, pour avoir une bonne vitalité, il faut bien équilibrer repos, action. Et donc en fait, l'avantage de la gentiane, c'est qu'elle fait ça, mais en plus de ça, elle est antidépressive, elle aide à calmer donc les personnes stressées. Et donc souvent les personnes qui ont ces soucis-là, ils sont stressés. Donc c'est pour ça qu'avoir ce calme, ça permet à l'estomac de s'harmoniser, de se reposer, de s'harmoniser en fait. Pourquoi des carences avec l'argile? Sandrine, eh bien parce que en fait l'argile, elle fonctionne en absorption, elle attrape, ou en adsorption, c'est-à-dire qu'elle attrape, mais elle peut re-rendre. C'est des échanges, et donc c'est pour ça qu'elle va nettoyer les milieux, et puis comme elle va faire plein d'échanges, eh bien, elle va améliorer les échanges cellulaires. Donc, elle va améliorer la vie cellulaire. Et donc, elle va améliorer les fonctions de base de l'organisme pour qu'il fonctionne mieux de lui-même. Puis, en plus de ça, comme elle va enlever les déchets, qui sont une des causes du fait que, bah, il est tout raplapla parce qu'il y a trop de déchets. Donc, du coup, les choses ont du mal à circuler. Raquel, bonsoir Jérôme. Bah, bonsoir à toi, Raquel. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. C'est fait pour ça. Là, on est dans la live questions-réponses. Et donc, je disais pour l'argile, eh bien, comme ça va enlever les déchets, bah fatalement, après, le côté inflammatoire est mieux, parce que les déchets, ça peut causer de l'inflammation, ça va causer des problèmes immunitaires, donc le côté immunitaire est mieux. Et puis, les échanges, ils se font mieux, parce que quand ils étaient complètement overbookés par plein de déchets qui étaient là, qui les perturbaient, bah forcément, ça marchait moins bien. Les signaux passaient moins bien, tout avait plus de mal à bouger, donc forcément, tout revient. Et donc ça fait ça l'argile, mais en fait ça va quand même absorber des choses et prendre des choses et les faire partir. Donc c'est pour ça que ça peut causer pris sur la durée, en trop grande quantité, ça peut causer des carences. Il faut essayer de le prendre à distance des repas et des médicaments. Alors, attendez, je regarde bien les. N'hésitez pas à poser des commentaires. Alors, le stress. Alors, attendez. Je reviens sur une question d'avant. Alors l'argile, ça constipe ou pas? Oui, pris en excès, ça va constiper plus. Mais après, bah, si c'est pris en quantité raisonnable, il n'y a pas de souci. C'est le premier jour, je ne vais pas avoir les effets maintenant, d'autant plus que j'ai une bonne crève. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais et puis bah, en tout cas, sois attentive à ce que tu ressens. Si tu vois des symptômes, ça peut être que justement tu vas trop vite, par exemple. Alors, j'ai commencé une cure d'aloe vera, tu en penses quoi? Bah justement, j'en parlais tout à l'heure de l'aloe vera par rapport à la gestion de l'acide chlorhydrique, dans le sens que comme ça apaise, ça favorise la capacité à créer de la mucine, et du coup,
à supporter un gros taux d'acide chlorhydrique. Et du coup, comme le corps après peut la supporter, et bien si là il est bien avec ça, et du coup il peut encore plus en envoyer. Alors, parce que souvent, en fait, il en envoie pas parce que il y a fatigue de l'émetteur, et puis aussi parce que comme le corps supporte pas son acide chlorhydrique, le corps est pas bête, et puis il se dit on va inhiber un peu cette fonction-là parce que ça réussit pas trop. Et donc là, ça favorise les bonnes sécrétions, puis en plus ça favorise la production de mucus et ça favorise aussi les bonnes contractions, la vitalité de l'estomac en général, donc c'est très intéressant. Et ça va être aussi très intéressant pour justement, là du coup tu fais bien la transition avec une autre chose que je voulais développer, c'est les tendinites chroniques, les problèmes articulaires comme ça qui persistent. Au niveau anti-rhumatismal, c'est pas mal l'aloe vera. Ça hydrate, ça apporte l'hydratation, ça détoxifie de manière légère. Ça détoxifie le foie, mais ça le détoxifie léger, hein, un tout petit peu. C'est pas la chose la plus puissante qu'on prendra pour le foie. Mais sur les organismes fatigués, c'est important de pas y aller trop fort. Donc ça peut être justement une bonne plante. Alors, parfois j'entends dire que l'aloe vera au long cours, c'est pas terrible pour le foie. Oui, tu as un peu, parce que tu peux pas si tu détoxifies ton foie tout le temps, c'est pas bien. Tu vas le surfatiguer. Déjà de un, et puis de 2, t'as quand même un petit peu des molécules un peu qui sont typiques de l'aloe vera, mais qui du coup prises tout le temps peuvent s'accumuler et devenir toxiques. Donc oui, ça va pas forcément être terrible. Et donc, pour revenir à la tendinite, en fait souvent quand il y a tendinite chronique, ça va être comme problématique un manque d'hydratation. Déjà, il y a inflammation. Manque d'hydratation. Ah là, par exemple, l'aloe vera, ça va être bien. En plante, il y a le foti qui est très bien. Mais après, bon, là, c'est une plante qu'on trouve plus au Canada, aux États-Unis. C'est assez difficile de s'en procurer en France. Et aussi, vous allez avoir l'ortie, la prêle. Dans ces cas-là aussi, vous pouvez prendre du collagène hydrolysé. Donc là, il faut en prendre en dessous de 6000 Dalton. Donc il y en a du à 3000, on trouve pas mal. Je vous conseille ça, en prenant les dosages indiqués sur la boîte. En fait, les dosages, c'est adapté en fonction de si c'est en prévention, si c'est en cas de crise, etc. Normalement, c'est marqué sur la boîte, en fonction des dosages de votre complément alimentaire. L'avantage de l'hydrolysé, c'est que ça arrive dans le sang direct pour pouvoir travailler tout de suite, alors que sinon, si on prenait juste de la gélatine, en fait, ça aurait un effet, mais plus au niveau intestinal, parce que ce serait absorbé pour aller dans le sang, mais beaucoup plus lentement. Il y aurait des moins grandes quantités qui arriveraient plus lentement en plus, donc ce serait moins efficace. Avec plaisir, je t'en prie, Sandrine. Et puis aussi, du coup, pour revenir sur le côté tendinite, eh bien, ça va être important d'avoir justement cet équilibre alcalin au niveau digestif. Parce que si tous les éléments sont en contact, donc l'avoir au niveau digestif, ça va être très important. De bien se minéraliser aussi, donc là pareil, hein, ortie, prêle. Je prends 30 ml le matin à jeun avec un jus de citron et un peu de miel. Bah oui, oui, super. Après, du coup, faut que tu sois attentive à tes ressentis, c'est à voir si tu as des symptômes ou pas. Si tu as des symptômes, faut que tu les écoutes et que tu agisses en fonction pour augmenter ou diminuer la dose. Enfin là, du coup, si c'est des symptômes, faut plus diminuer. J'en prends pendant combien de temps? Ma fille m'en a ramené 1 litre, des Canaries. Là, pour la durée, ça dépend de toi, de tes objectifs, de ta vitalité du moment. Euh, Tu peux faire une cure de 1 mois. Après, au bout d'1 mois, euh, voir ou 3 semaines, parce qu'en fait il y a plusieurs façons de switcher. Ça peut être faire des cures de 1 mois, et puis attendre de voir si on continue ou pas, et puis par exemple tu peux switcher au bout de 3 mois, arrêter, mais des 3 mois c'est long, hein, pour une détox, hein. Mais il y a une manière de switcher qui est pas mal, c'est de faire 3 semaines, une semaine de pause, 3 semaines, une semaine de pause, 3 semaines, une semaine de pause. Ah bon, hein, faut pas le faire trop longtemps, faut le faire maximum 3 fois. Déjà tu le fais une fois, puis après tu vois. Donc pas plus de 3 mois pour les détox. Enfin voilà, là le printemps, sur le printemps tu peux faire une détox. Léger, adapté à ta vitalité. Si tu vois des symptômes, tu arrêtes, puis après tu reprends plus bas. Pour
pour la durée, donc comme je te dis, ça dépend de ta vitalité, et ça dépend de tes objectifs, parce que si euh, tu vois que t'es très 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 fatigué au niveau du foie, bah ça va servir à rien de mettre des gros dosages, ça va être le pire que mieux. Donc là, dans ces cas-là, il faudra prendre des petits dosages. Il faudra que tu vois les choses sur le plus long terme pour que ça s'améliore. Et du coup, il faudra que, comme tu vois sur le long terme et qu'en plus t'es fatigué, à stimuler tout le temps, ça va fatiguer à des moments, donc il va falloir prévoir des pauses. Et donc au plus tu seras fatigué, au plus tu feras des pauses sur cette durée, et donc au plus tu allongeras la durée, et puis au plus t'es fatigué, et au plus tu baisses le rythme de croisière en fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut être attentif à son ressenti, etc. J'ai une faiblesse musculaire de l'épaule suite à un surmenage sportif, tennis, avoir douleur neuromusculaire, tisane, anti-inflammatoire, point d'interrogation, autre. Oui, donc déjà, bah, même conseil que ce que je disais tout à l'heure, reminéraliser, apporter de l'alcalinité. Bah là, par exemple, l'herbe de blé est très indiquée. Euh, donc, restimuler, si t'as une faiblesse neuromusculaire à l'épaule, la stimuler par exemple avec des huiles essentielles comme celle de menthe poivrée, aussi la détendre. Donc voilà. Tu peux utiliser des huiles essentielles, donc, comme je te disais, comme la menthe poivrée. Tu as bah, le baume du tigre par exemple, ça peut faire du bien. Pour les tisanes, le fenugrec, tiens, on en parlait tout à l'heure. Là, pour ramener un coup de boost, ce serait très bien. Mais après, du coup, je te disais, sur le global, comme pour la tendinite, alcalinité au maximum, repos digestif, hydratation. Et puis faire des massages, bouger de manière légère. Par exemple, du qigong, des mouvements légers comme ça. Se masser, bien se détendre, faire des bains. En tisane anti-inflammatoire, par exemple, bon, bah, il y a le fameux curcuma, le gingembre. Tu as comment ça s'appelle, la reine des prés. Là, du coup, tu as de l'acide salicylique, donc la molécule de l'aspirine. Enfin, la molécule, c'est pas la molécule mère directe, mais voilà, c'est une base de cette molécule de l'aspirine. En homéopathie, le ruxtoxine goum, c'est un anti-inflammatoire. Oui, 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 carrément. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, donc là, par exemple, aussi, tu peux faire des jus pour apporter de l'alcalinité. Enfin, sans excès, évidemment. Si tu fais pas bien des jus, tu les fais mal en les prenant mal par rapport à ton cas, ça peut aggraver les choses. Enfin, ça a aggravé, il faut vraiment là, ça aggravera pas normalement, mais disons que ça peut être pas bon pour d'autres raisons. Donc, tu peux faire des jus adaptés donc à toi. Donc, si tu veux, je peux donner des conseils. Alors, pour aussi les douleurs, il y a le saule blanc, le boswellia serrata. En infusion, par contre, c'est dégueulasse. Le boswellia serrata, je vous préviens. Mais vous pouvez le prendre en gélule. Que tu me parlais d'infusion. Ouais, il y a le saule blanc, la griffe du chat. Ouais, il y a pas mal de plantes hein, en fait. Hein. L'ortie, la prêle hein, aussi. Hein. Là, qui vont agir en minéralisation et aussi en effet anti-inflammatoire. Donc, dans les jus, jus de céleri. Si c'est inflammatoire et qu'il faut éliminer jus de poireau, mais justement j'ai pu faire des articles là-dessus tout à l'heure. Voilà, jus de poireau, jus de concombre, jus de carotte, le thé vert menthe. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser pour le côlon irritable, parce que Simone me parlait du côlon irritable, et il me semble me souvenir qu'elle m'avait dit, le live d'avant, qu'elle prenait beaucoup de thé, ou je sais plus si c'est elle ou quelqu'un d'autre. Et justement, quand on a le côlon irritable, il vaut mieux éviter les excitants et le thé. Même le thé. Donc, en plus, ça diminue l'absorption du fer, le thé. Alors, il faut du temps, j'imagine. Oui, bah oui, 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 forcément.
Oui, ça se remet pas comme ça. Au plus c'est ancré, plus il faut du temps. Il y a en jus, par exemple, il y a le jus de noni qui a un antidouleur, qui agit sur les hormones de la douleur et en plus qui a un effet anti-inflammatoire assez incroyable. Et c'est dégueulasse aussi, donc il faut le prendre avec quelque chose de plus cool dans le goût. Donc bah par exemple des carottes, des endives, enfin les endives c'est un peu amer aussi, mais un petit peu de pommes, enfin voilà, vous pouvez vous faire une petite recette sympa pour camoufler son goût qui est vraiment pas terrible. C'est un mélange de fromage genre type maroilles avec des myrtilles quoi, on va dire, si pour vous situer. C'est pas ouf. Douleur de hanche, on masse avec quoi? Euh, Romarin à camphre par exemple, en huile essentielle, avec de l'amande poivrée, avec de la lavande par exemple, hein, c'est des exemples. Eucalyptus citronné, donc là j'en ai dit pas mal, mais ça dépend. Il y a des gens qui vont plus réagir à l'une que l'autre. Romarin à camp, c'est tout terrain. Quand vraiment c'est quand c'est tout crispé, tout noué, puis qu'on a vraiment très mal. Ça aide à calmer la douleur. C'est anti-inflammatoire aussi. Eucalyptus citronné, là, ça va aider à drainer, et puis c'est anti-inflammatoire, quoi, de base, quoi. Ok, l'ostéopathe, j'attends. Oui, bah oui, faire l'ostéopathe. Euh, donc tu peux prendre des huiles essentielles que tu t'appliques, prendre une des tisanes que je t'ai dit. Donc en tisane, je te conseille de faire une cure d'ortie ou de prêle. Et puis tu peux coupler ton ortie avec du saule blanc, des gélules de boswellia, voilà. Et puis en plus de ça, et puis par exemple aussi du collagène pour faciliter tout ça, et du fenugrec pour donc je vais t'expliquer, t'es pas obligé de prendre tout hein, évidemment, hein. Mais en gros je vais t'expliquer le rôle de chacun. En fait, pour la faiblesse musculaire, le fenugrec il va aider à ramener de l'influx. Il a plein de molécules qui aident à stimuler la production hormonale. Et donc le fenugrec il va aider. Moi ce que je te conseille c'est bah, fenugrec ortie et puis huile essentielle en externe. Voilà, oui, ou bouillon d'os, hein, comme ça t'as ton collagène aussi. Lily Angel, bonsoir Jérôme. Bonsoir à toi, Lily. Là je suis en plein live questions-réponses, donc si tu as des questions, n'hésite pas, c'est le moment. Et aussi, du coup, Sandrine, d'avoir une alimentation équilibrée au niveau acido-basique. Donc, du coup, éviter tout ce qui va être acide, éviter tous les aliments qui vont entartrer le système. Il y a les aliments producteurs de colle, les aliments producteurs de cristaux, il va éviter de trop les consommer et favoriser plus des aliments qui sont neutres en termes de toxicité et puis surtout qui vont apaiser, qui vont euh, apporter de l'alcalinité, c'est très important, et reminéraliser. Au pilon, c'est possible. Oui, 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 ou tu peux te l'acheter en poudre en magasin bio, il y en a de vendus. Voilà. Pour le tonus nerveux, ça marche bien ça, le fenugrec. Sinon après, en huile essentielle, en tonique régulateur, il y a l'huile essentielle de thym intujanol, mais là bon, ça sert pas forcément à grand chose, faut plus que tu te concentres sur la douleur. Oui, voilà, oui, et suis ok pour l'alimentation équilibrée et oméga 3. Oui, voilà aussi, et des oméga 3 pour le côté régulation de l'inflammation. Exactement. Alors, Fabienne, que pensez-vous des probiotiques? Est-ce nécessaire? Pas nécessaire, non, pas forcément. Mais c'est une béquille qui peut aider. Donc là, par exemple, le kéfir de fruits peut aider, ou tout ce qui va être fermenté, et aussi bah, des complémentations probiotiques. Sur des organismes très fatigués, ça peut être important pour requinquer un peu la personne.
Merci plus. Bah, avec plaisir, je t'en prie, Sandrine. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Là, pour moi, c'est bon. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Je relis un peu les commentaires pour voir si j'ai pas oublié un commentaire. Merci, Fabienne. Bah merci à toi aussi. Et donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, je vais vous dire une bonne soirée. Pas de questions, c'est bon. Bah donc, je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Et puis, euh, dites-moi les questions que vous avez pour le prochain live questions-réponses, parce que je vais faire un live questions-réponses par semaine minimum. Donc éventuellement, je pourrais même en faire 2. Donc quand vous avez des questions, posez-les. Donc en commentaire dans la publication épinglée où j'annonce le fait que je vais faire des vidéos questions-réponses. Comme ça, c'est plus facile pour moi. J'ai tout mis au même endroit. Parce qu'en fait, j'ai énormément de commentaires chaque jour. J'ai peut-être, des fois, j'ai presque 50, 100 commentaires dans une journée. Donc il y a des fois, il suffit que j'étais en train de faire quelque chose quand vous me l'avez posé. Après, je galère à les retrouver tous. Donc voilà, essayez de poser au même endroit. Comme ça, j'arrive, j'ai tout, et c'est plus facile. Le soir, il faudrait manger quoi? Bah, en fait, tout dépend de tes objectifs. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui veut prendre du muscle, lui, et qui veut gagner en performance, comme il a fait des gros efforts toute la journée, il a intérêt à ce que pendant qu'il soit dans sa phase de repos, il ait des glucides qui y arrivent pour que pendant le repos, son corps, il ait de l'énergie pour fabriquer du muscle, pour faire les réparations qu'il y a besoin dans son corps. Alors que donc là, du coup, ça va être intéressant de manger des choses, de bien manger le soir, même si, par exemple, au contraire, toi, tu veux perdre du poids, bah, manger le soir, ça va pas être terrible. Donc, il faudra plus éviter les protéines pour bien dormir paisiblement, éviter ce qui est lourd à digérer en général, éviter l'excès de gras et prendre plus des choses légères à digérer, par exemple des légumes, donc en évitant l'excès de fibres évidemment, qui peuvent être pas bien. Un rhumato m'avait dit d'éliminer les tomates et haricots verts qui sont très acides et inflammatoires. Oui, bah, le problème en fait des tomates, c'est que elles sont très acides et elles vont limiter la digestion des glucides. Attends, j'étais en train de regarder en fait les commentaires. Merci Lily Angel. Merci, bonne soirée également. Bah, je t'en prie, bonne soirée à toi aussi, Lily. Donc pour les tomates, ça va. C'est pour ça que en fait les Italiens quand ils font de la sauce tomate, eh bien à la base ils la faisaient cuire pendant des heures et des heures, voire il me semble c'est plus d'une journée voire 2 jours pour enlever cette acidité, parce qu'en fait du coup avec cette acidité qui est vraiment trop prédominante, ça empêche de digérer les glucides. Après la tomate, ça va être bien, ça va avoir ça a des super vertus aussi la tomate, hein, riche en glutamine, donc du coup pour la bonne humeur c'est génial, pour la santé cardiaque c'est génial. Mais le problème c'est que oui il y a le côté acidité qui est pas terrible et puis qui peut être déminéralisant en fait. Du coup quand pour les douleurs articulaires sur la durée ça va pas être bon. Et haricots verts, bah en fait, c'est parce que avec les haricots verts, il y a des purines qui peuvent un peu. euh, il y a des purines, il y a le fait que. Mais bon, il n'y en a pas des quantités extraordinaires non plus. Et aussi, il y a bah, le fait que, oui, c'est un peu lourd à digérer. Ça peut faire des. Ça peut être compliqué à digérer. Enfin, mais après, c'est un bon aliment pour perdre du poids, les haricots verts, hein. C'est un aliment idéal. Des fibres, gestion de la glycémie avec les haricots verts, des bonnes fibres pour le bon microbiote. Et puis,
Et puis en même temps, arrivage des nutriments, donc notamment le sucre lentement, donc super pour la gestion de la glycémie et du coup la gestion du poids. Alors, Lily Angel. Sur un autre sujet, ça m'intéresse de savoir, après une longue période d'antibiotiques, comment nettoyer son organisme STP. En fait, quand il y a eu une longue période d'antibiotiques, le but en fait c'est de détoxifier le foie en douceur, tranquillement, parce que du coup comme il y a eu un gros apport d'avant, faut pas détoxifier trop puissamment pour pas que tout ressorte comme ça trop vite. Donc faire une petite détox légère, donc quelque chose qui... Il n'y a pas besoin de prendre la plante du siècle en fait, qui est la plus puissante. Par exemple tout à l'heure sur le foie on parlait de l'aloe vera qui avait un effet léger de détox sur le foie, mais du coup en fait là dans un cas comme ça quand on veut faire une petite détox légère, eh ben, c'est très bien. Et en même temps ça permet d'avoir une bonne hydratation qui va permettre de mieux gérer l'évacuation des toxines. Et donc de faire une petite détox comme ça sur la durée, tu vois comment tu te sens et puis tu peux la prolonger. Enfin tu la fais par exemple un mois, puis après du coup tu peux en 3 semaines du coup parce qu'on peut faire switcher 3 semaines, une semaine. Enfin tu vois comment tu gères ça. Tu peux par exemple faire 3 semaines, attendre de voir si tu veux recommencer ou pas, et faire une pause et recommencer. Et puis en parallèle, donc d'éviter de faire des excès au niveau du sucre, ça va être super important pour éviter, parce que du coup, comme tu as eu beaucoup d'antibiotiques, c'est instable, faut que ça se refasse bien, donc faut essayer de bien manger varié, de pas faire d'excès d'un aliment ou de peu d'aliments, de manger varié, de faire des choses simples en fait, pas faire des excès avec des sauces avec plein d'huiles différentes, genre plusieurs types de viande dans un même repas, plusieurs types de glucides, simples, et puis beaucoup de repos pour que l'organisme y récupère de lui-même tranquille et éviter les excès de sucre. Et du coup, les fruits, les manger vers 17-18 heures et pas éviter dans les autres moments, quoi. Et pour nettoyer l'organisme, par exemple, bah, il y a l'aloe vera, euh, l'herbe de blé. D'ailleurs, j'ai fait un article que je vais publier demain sur l'herbe de blé, où là, c'est vraiment génial parce qu'en fait, ça alcalinise, ça détoxifie le foie, puis comme je disais pour le foie, il y a des fois, il y a des personnes qui font des détox du foie, puis après le printemps, ils font une cystite, parce qu'en fait, ils ont mal détoxifié, entre guillemets, ils ont détoxifié trop fort, puis ils ont pas détoxifié les autres organes que le foie, parce qu'ils ont pris des plantes spécialisées que sur le foie. Et du coup, bah, en fait, ils ont donc le système urinaire qui en pâtit, parce que trop d'élimination, euh, et donc, enfin, tous les déchets sont arrivés vers eux, vers, euh, vers la vessie, et puis donc ça n'a pas assez été détoxifié, enfin ça n'a pas été détoxifié du tout de base par des plantes, donc du coup ça pose problème. Donc bah tu peux prendre, là j'ai parlé de l'aloe vera, mais tu peux prendre une plante, genre bah, comme je te disais, l'herbe de blé aussi, qui va avoir le mérite en fait d'alcaliniser tout et de détoxifier tout, pas que le foie, ça va détoxifier les reins, les poumons, c'est bénéfique pour tout. Et tu peux en prendre des petites quantités et puis monter, tu vois, par exemple, soit tu t'achètes des graines germables de blé, tu les mets à germer, après tu les mets dans une épaisseur de 3 cm de terre, puis après bah tu laisses mouiller, tu imbibes d'un petit tissu, enfin si ça t'intéresse, dans mon article j'explique comment on fait. Et puis en fait au bout d'une semaine ton herbe qui est prête pour être mise en jus, et tu te fais des jus. Et bon, là, vaut mieux avoir 3 plateaux si tu te fais des cures. 300 grammes, quoi, en fait, de graines, du coup, ça représente. Et, ou alors, sinon, t'as la forme poudre. Tu t'achètes de la poudre d'herbe de blé. Et tu peux commencer. Bah, dans tous les cas, faut prendre des petites doses au début, puis tu montes au fur et à mesure. Quand tu vois que t'as des symptômes, tu ralentis, tu vois. Et puis après, bah voilà, tout ce qui peut détoxifier, pissenlit, chardon-marie. Radis noir pour le foie, c'est pas mal, non? Oui, c'est super. Bah d'ailleurs, ça, là, un peu à l'image de l'herbe de blé. Voilà, ça n'a pas le côté reminéralisant comme l'herbe de blé, parce que là, du coup, pour la question d'avant avec toi, Lily Angel, il y a un côté aussi articulaire. C'est que bah du coup, le côté herbe de blé, c'est bien dans le sens que en fait, comme ça alcalinise, eh bah, ça
fait un bien fou justement pour aider à la cicatrisation, sachant qu'en plus l'herbe de blé il aide à cicatriser parce qu'il est ultra riche en plein de vitamines, minéraux, etc. C'est une bombe nutritionnelle d'acides aminés, protéines. Bah, pour 100 grammes, vous avez à peu près 25 grammes de protéines par exemple, des vitamines de partout, des oligo-éléments aussi. Merci pour toutes tes réponses. Est-ce qu'une purge à l'huile de ricin peut être bénéfique? Oui, mais en même temps, c'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, après, ce qui est bien, c'est qu'au moins comme ça, t'as nettoyé. Mais après, c'est une méthode un peu, là, c'est trash, quoi. Euh, Si t'as une bonne vitalité, ça va bien se passer. Mais après, aussi, tu peux juste te contenter de te détoxifier tranquillement, quoi. Aussi, si tu veux nettoyer, si tu veux une méthode plus douce, t'as, avec, par exemple, des graines de chia, des graines de lin. En plus, ça te fait les oméga 3 pour restaurer les, les éventuelles douleurs que tu peux avoir ailleurs, ça peut être bien. Mais après, oui, l'huile de ricin, du coup, ça peut être bénéfique, oui, mais court, et puis ça sert à rien donc pas trop long. Si t'as une bonne vitalité, tu peux le faire court et intense. Sinon, si t'es un peu raplapla, je te conseille plutôt de faire tranquille. Bonsoir, même. Et puis, voilà, t'orienter vers, par exemple, des méthodes plus douces avec les graines de chia, les graines de lin pour faire un balai ou le psyllium. Sinon, aussi l'argile. Tu mets à infuser la nuit, au moins 4 heures en tout cas, l'eau, puis après tu la bois, peut-être pas avec, en ayant remué et puis bu l'argile, peut-être pas dans un premier temps, au début peut-être sans le faire, et puis après petit à petit tu peux te mettre à boire l'argile. Macha Ba Sirius, bonsoir, même en hiver je fais de la rétention d'eau. Oui bah en fait faut que tu traites les causes, hein, l'inflammation, l'alcalinité, la circulation, donc des massages, des plantes pour la circulation, Amamélis par exemple. Et puis en massage, tu peux te faire des massages avec du lentisque pistachier. Voilà, bouger aussi, tranquillement. Si t'as un excès de poids, bah, perdre du poids. On peut faire des glaçons de jus d'herbe de blé pour le prendre régulièrement avec une bonne conservation. Ah oui, 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 carrément. Ah oui, complètement. Bah, comme ça, si tu t'en es fait d'avance, voilà. Je vous quitte, encore mille merci, très intéressant, à bientôt. Bah, avec plaisir, Fabienne, à bientôt, plaisir de te revoir. Lily Angel, d'accord, merci. Avec plaisir, je t'en prie, hein. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien. Raquel, une chose qui est très intéressante pour le corps et que peu de personnes font, c'est de se vermifuger tous les 6 mois. Moi, je le fais régulièrement. C'est un ami médecin qui me l'a préconisé. Ah oui, oui, ça c'est très important parce que bah, justement, on parlait tout à l'heure d'avoir une faim excessive, ça peut aussi être une des raisons d'avoir des vers, et puis ça peut causer vraiment des problèmes, hein, parce que c'est des parasites, qui sont là aussi pour une raison, donc c'est que au niveau digestif, c'est pas forcément ça, mais oui, tout à fait. Bah ça par exemple, ça peut se faire avec les huiles essentielles. Il y a l'huile essentielle d'origan, de cannelle. Voilà. Moi j'en ai fini pour ce que j'avais à dire. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire une bonne soirée. Et puis bah au plaisir de vous revoir dans un prochain live la semaine prochaine ou même peut-être avant. C'est la cause de beaucoup de symptômes. Bah oui, oui, forcément, puisque ils vont sécréter, eux aussi, ils vont déféquer, entre guillemets. Enfin, même sans les guillemets, complètement. Et puis ils vont causer des soucis, ils vont se déplacer, ça peut créer des irritations du tube digestif, et sachant que ces irritations peuvent amener à, du coup, comme c'est relié, on a tout le corps enfin, le corps est relié nerveusement aux parois du tube digestif, ça peut causer des problèmes à tous endroits aussi, donc oui, c'est compliqué. Je bouge tous les jours, je fais beaucoup de marches, j'ai une mauvaise circulation sanguine avec de la cellulite. Ouais.
Ouais, oui, il manque aussi, c'est aussi il y a le côté inflammatoire, il y a le côté veineux qui peut ne pas se faire bien, il y a le côté oxygénation aussi, minéralisation, le jus d'herbe de blé c'est bien aussi pour apporter cette alcalinité, tout ça. Donc huile essentielle de lentisque, une goutte dans une cuillère à soupe, tu masses, tu fais ça 2 fois par jour, 3 fois même si t'as le temps. Et puis le fait de bien, enfin voilà, se masser, le fait de comment dire, prendre par exemple la mamélis en interne, il y a les feuilles de noisetier aussi pour la circulation. Et puis voilà, apporter de l'alcalinité, une bonne digestion, du repos, voilà. Bonne soirée Jérôme, merci pour tes lives très intéressants. Bah, avec plaisir, je t'en prie, merci à toi d'y avoir participé. Puis bah merci à tous d'y avoir participé. Là, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Sandrine, merci beaucoup Jérôme pour ta gentillesse et le temps que tu nous as donné ce soir. Bah, avec plaisir, bah, c'est toujours un plaisir. Je t'en prie et je vous en prie et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Donc, la semaine prochaine pour le live hebdomadaire questions-réponses. Et puis bah avant, le 7, donc, très bientôt, le 7 vers 20h, je vous redis l'heure exacte, pour un live sur l'iridologie avec Nathalie Loriot, iridologue et naturopathe. Belle soirée à tous. Alors, avant vermifuge, je prends Fluvermal. D'accord. Bah oui, une petite cure de temps en temps peut être salutaire, c'est sûr. Bah, merci à toi Raquel d'avoir suivi ce live. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, au 7 mars. Donc là, on est le 5, c'est dans 2 jours. Oui, c'est ça, on est le 5. C'est dans 2 jours, dans 2 jours. Le 7 à 20h, heure française, pour le live sur l'iridologie avec l'iridologue et naturopathe Nathalie Loriot. Et ensuite, pour le live questions-réponses de la semaine prochaine. À bientôt, portez-vous bien, bonne soirée. À bientôt Lily Angel. Merci d'avoir été là pour le live et merci à tous d'avoir été là pour le live. Bonne soirée.